prendre en compte dans l'élaboration d'une attitude tolérante. En fonction de quoi on va pratiquer la tolérance et en fonction de quoi on va pratiquer quel type de tolérance plutôt qu'une autre. Eh bien, on va avoir le degré de préjudice subi. Je vais les reprendre chacune. Évidemment, plus on subit un préjudice, moins ça va être facile de pratiquer la tolérance. J'ai oublié quelque chose, regardez. La première et la dernière forme de tolérance, on accepte dans le comportement. Donc on laisse faire. On ne s'oppose pas. D'accord ? Acceptation inconditionnelle et je supporte. Dans la deuxième forme, c'est de la tolérance intérieure. Dans les faits, on peut accepter, on peut aussi poser les limites, tout en conservant une certaine forme d'indulgence intérieure. D'accord ? Pour faire la différence. Alors, le degré de préjudice subi, le degré de conscience et d'intentionnalité de nuire, on se doute bien là, vite fait, que si la personne elle fait des choses exprès pour nous nuire, intentionnellement, ça va être compliqué de faire preuve de tolérance. Bon, peut-être pas impossible, mais difficile. 3, ce que je peux et ce que je ne peux pas changer, c'est évident que j'ai tout intérêt à tolérer des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact, sinon je risque moi-même de me manger intérieurement. Et la dernière variable, c'est le degré d'atteinte au sens moral. Alors attention, pas notre morale personnelle, notre sens du bien et du mal qui peut varier en fonction des individus, des familles, des cultures, des pays, sur comment on doit s'habiller, ce qu'on doit manger, etc., etc. Non, la morale universelle, ce qui est quand même sensiblement différent, c'est-à-dire que dans toutes les cultures, on est d'accord pour dire que le mensonge, c'est pas bien, la trahison, c'est pas bien, les comportements égoïstes, c'est pas bien, la manipulation, etc. On va tomber dans cette catégorie-là que je développerai pas parce que ça prendrait aussi une conférence pour le faire. Donc, allez, on passe. Le degré de préjudice subi. Alors, petite image, ça c'est mon premier livre sur les enfants de psychanalystes. Donc, j'ai moi-même un background, j'ai été abreuvée de concepts psychanalytiques pendant mes études, donc je suis aussi une enfant de la psychanalyse, entre guillemets. Et j'ai fait un livre sur les enfants de psychanalystes et en montrant que, je fais une petite parenthèse, en montrant qu'ils étaient tellement toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'autre, vous savez, cette psychologie qui est un peu extrême, toujours en train d'interpréter, d'analyser, de se poser la question du pourquoi, des raisons inconscientes, que finalement, ils ont du mal à être dans la vie, dans le monde, à réagir, parfois à poser les limites quand on doit les poser. Puis cette petite fille, c'est une enfant de psychanalyste. Elle se prend une claque dans la cour d'école, situation somme toute assez classique malheureusement. Et puis, qu'est-ce qu'elle se dit ? Albert exprime sans doute à travers ce geste une hostilité inconsciente refoulée. Donc, évidemment, qu'est-ce qui risque de se passer là, la prochaine fois qu'il y a une récréation ? Oui, elle va se reprendre une claque, ça, il y a de fortes probabilités. Donc évidemment, ça c'est rigolo, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas être extrémiste, faut défendre nos droits, et quand plus on a un degré de préjudice subi, moins ça va être facile de faire preuve, c'est même pas que ça va être facile, ça va même être pas souhaitable de faire preuve de trop de tolérance. Donc si j'ai ma sœur qui vient chez moi pendant les vacances, elle reste 2 jours, et puis les enfants et elle, ils font rien, ils aident pas, font pas de courses, etc., etc. Si elle reste, j'aime bien ma sœur, mais si elle reste 2 jours, ça va, je peux supporter. Mais si elle reste 15 jours, le degré de préjudice évidemment est bien plus important et j'aurais quand même tout intérêt à poser un petit peu les choses avec elle. Ça m'empêche pas de le faire avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance, mais il va falloir quand même que je pose une limite. Voilà, donc on a compris un petit peu cette notion. Deuxième, le degré de conscience et d'intentionnalité de nuire, peut-être le point le plus important aujourd'hui par rapport à la tolérance. Évidemment, plus il est avéré, moins c'est facile de faire preuve de tolérance. Et vous savez, quand on se met en colère, les gens qui se mettent en colère, ils vont avoir ce qu'on appelle un biais d'interprétation. Nous, les psychologues cognitivistes, on dit ça, c'est qu'on va faire des erreurs de logique. Notre colère, en fait, elle nous agite un voile rouge devant les yeux, et elle va systématiquement nous amener à surévaluer l'intentionnalité de nuire de mon interlocuteur. Imaginez, Samia, son conjoint, il laisse à chaque fois le dentifrice ouvert sur le lavabo. Elle lui dit à chaque fois il le laisse. Elle va finir par s'énerver, elle va se dire, non mais il le fait exprès. Évidemment, vous imaginez bien dans la tête de son conjoint que le matin, il se dit, aujourd'hui, je sais, je vais pas reboucher le dentifrice, je vais la faire bien rager. Évidemment, quand elle imagine ça, Samia, elle sait que c'est absurde. Mais n'empêche que quand on est en colère, on va se mettre à raisonner comme ça.
Alors, il se peut aussi qu'elle se dise, il sait que ça me touche et il s'en fiche. C'est un peu plus sournois. Or, c'est la même chose. Il dit, ah ouais, je sais que ça l'embête, mais quand même, je vais le laisser ouvert aujourd'hui. Non, ça marche pas non plus. Donc, c'est pour vous dire que c'est important, ça va être très important pour amener un peu de tolérance, de se poser la question du degré de conscience ou d'intentionnalité de nuire. On va voir que le nuancier est beaucoup plus nuancé justement que ce que notre psychologie, nos émotions veulent nous faire dire. Donc, pas volontaire. Mon collègue de travail, il arrive, il se prend les pieds dans le fil, pouf, il fait tomber son café sur mes feuilles. Il n'a pas fait exprès, ça peut me mettre en colère, mais il n'a pas fait exprès, c'était pas volontaire. 2, pas conscience de nuire. Donc j'ai un autre collègue de travail, ou le même, peu importe, qui me coupe sans cesse la parole en pleine réunion. Donc ça m'embête, drôlement, ça m'empêche d'exprimer mon point de vue. Mais en fait, il n'a aucune conscience de nuire, surtout que je lui ai jamais dit que ça m'embêtait. Donc il continue. 3e degré, la conscience de nuire, mais il ne peut pas faire autrement. Donc il me coupe la parole, il sait que ça m'embête, mais il est tellement impulsif qu'il n'arrive pas à se contrôler. D'accord ? 4e degré, il a conscience de nuire, mais il s'en fiche. Donc, il sait que ça m'embête, il ne le fait pas exprès, mais en même temps, il pense que ce qu'il a à dire, c'est plus intéressant, donc tant pis. Et dernier degré, il le fait, il me coupe la parole dans l'intention de me nuire. Alors, soit c'est un pervers, ce qu'on appelle maintenant les manipulateurs pervers narcissiques, qui le fait exprès, par pur sadisme, mais voilà, j'en vois qui rigolent, c'est dans les films. Alors ça arrive, il y en a, mais c'est des petites proportions des situations qu'on va rencontrer. La majeure partie du temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'est peut-être moi qui me suis mal comportée avec lui avant. Peut-être même que je lui ai coupé la parole ou que je lui ai pas dit bonjour plusieurs fois, mais que j'avais même pas conscience, ou je le faisais même pas volontairement. Et que lui, avec sa colère, là, son voile rouge devant les yeux, il s'est dit, elle le fait exprès. Comme le conjoint de Samia avec le bouchon. Et donc, il se sent autorisé à me nuire pour me rendre un petit peu la monnaie de ma pièce. Nombre de conflits humains sont basés sur ce phénomène, cet enchaînement de comportements et de mauvaises interprétations. Donc, quand on sait ça, faut être quand même un petit peu attentif à cette variable. Alors, ce qui est difficile, c'est que cette variable, on n'a pas accès directement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre, on ne peut pas le voir. Donc il va falloir prendre son temps, être patient, pas réagir à chaud, pas avoir des sentiments de se sentir menacé trop, parce que là on a tendance à réagir pour se protéger et être maladroit, et provoquer tous ces petits drames en cascade. Et va falloir donc prendre le temps et surtout pratiquer ce que les psychologues cognitivistes appellent le bénéfice du doute positif. Donner à notre interlocuteur le bénéfice du doute positif. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'il l'a fait exprès, on garde toujours l'hypothèse qu'en fait, il n'en a pas conscience. Et ça va nous aider dans beaucoup de situations et de relations humaines. Voilà. Ce que je peux et ce que je ne peux pas changer, donc évidemment, j'ai tout intérêt à accepter ce que je ne peux pas changer. Vous savez, par exemple, dans cette catégorie, il y a le caractère. Je suis avec un conjoint ou une conjointe qui est indiscipliné ou qui est un peu trop autoritaire ou qui est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez-y. Je vais pas créer des conflits dans la salle. Bref, toujours en retard, voilà, exact, bravo, très bien. Ou même un collègue de travail, qui a tendance à monopoliser la parole, comme on l'a dit. Donc c'est dans son caractère. Et évidemment, si ponctuellement je peux l'amener à changer son comportement en lui disant « voilà, fais un effort », il y a tout à parier que j'arriverai pas à le changer sur le long terme, ou en tout cas ça prendra énormément de temps. Donc j'ai quand même, en attendant que ça marche, mes petites pressions, j'ai quand même tout intérêt à conserver de la patience et à faire preuve de tolérance, à tolérer, à accepter ce comportement, pour peu que le préjudice subi ne soit pas trop important, et pour peu que le degré de conscience de nuire soit pas trop important. Parce que si mon conjoint un peu trop autoritaire, il a conscience que des fois il veut trop diriger, donc il essaye quand même, il s'excuse, il essaye de faire attention, mais quand même il peut pas s'en empêcher, c'est pas la même chose que s'il s'en fout et qu'il dit de toute façon c'est moi qui dirige, de toute façon c'est moi qui prend les meilleures décisions dans le couple, donc c'est comme ça. Donc ça va pas être la même chose. Donc, vous voyez comment toutes ces variables, elles sont en combinaison entre elles. On commence à comprendre pourquoi c'est quand même complexe, cette idée de tolérance, et pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu bagarrés et qu'on sait souvent pas comment s'y prendre. Alors,
Là, il y a une maxime que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une des recettes du bonheur. Puis-je avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Parce qu'on s'escrime tellement